Le forfait Crave et ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi? 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra. Nous sommes le jeudi 7 mai. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, bienvenue à la une. Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. En ce jeudi, on va revenir sur cette première période de questions hier à l'Assemblée nationale pour la première ministre Christine Fréchette. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour en faire résumer cette journée donc de retour à l'Assemblée nationale pour les députés. Il y a entre autres été encore beaucoup de questions du dossier santé numérique, d'autres sujets également qui ont retenu l'attention sur la colline du Parlement à Québec. Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes. Sinon, autour de la table, Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va se parler d'une nouvelle mini-série au Bloc culturel, Julie-Jasmine, tout à l'heure, une nouvelle mini-série policière. Sur tout.tv. Oui, avec un peu d'humour noir là-dedans. C'est le nouveau projet de Robin Aubert. Et si je vous disais un cadavre, une paire de fesses et un vélo? Je vous dirais, ça va marcher. Alors, il y a un lien qui unit tout ça. Et lequel? Hâte de savoir. On va s'en reparler tout à l'heure. OK, allons-y avec le hockey pour tout de suite, Monsieur Pellerin. Défaite du Canadien de Montréal à ce premier match dans cette série contre les Sabres de Buffalo. Un adversaire quand même, on l'a vu sur la glace hier, si vous avez écouté le match, bien différent si on compare au Lightning de Tampa Bay. On savait que c'était une équipe rapide, qui avait une force de frappe assez impressionnante. On avait beaucoup parlé aussi de cette brigade défensive, à la fois physique, mais très mobile. C'est ce à quoi le Canadien a eu droit hier, un match où on était très efficace en contre-attaque chez les Sabres de Buffalo, dans cette victoire de 4-2 du Canadien. Sabres. Les Sabres de Buffalo, qu'est-ce que j'ai dit? Victoire de 4-2 du Canadien. Victoire de 4-2 des Sabres. Oui, des Sabres de Buffalo, pardon. C'est vrai que c'était mince espoir pour les fans du Canadien, mais non, ça a été une défaite effectivement hier. Ça a été des jeux brisés, justement des contre-attaques qui ont été profitables pour les Sabres et qui sont allés mettre la main sur ce premier match. On avait aussi beaucoup parlé de ces émotions qu'on aurait à gérer lors de ce match numéro 1 après être sorti d'une série en 7 contre Tampa où on avait vu des batailles à peu près à tous les matchs, des jeux très physiques. Là, ça a été un peu différent hier et on devrait s'ajuster surtout à la vitesse de jeu de cette série qui risque d'être élevée pour ce deuxième tour des séries éliminatoires. Philippe Danault en a parlé hier, surtout en première période, de cette surprise face aux Sabres. Peut-être un petit peu surpris peut-être en première période. Ils ont eu du jeu avec la foule et tout. Puis comme tu dis, après la Game 7, mais quand même beaucoup de position dans cette game-là. Là. On sait les petites choses qu'on doit améliorer. Marley va regarder aussi de son côté les choses, mais je ne me sentais pas vraiment hors de la game là, complètement. Donc, encourageant quand même. Pas hors du match, mais quand même, il en a manqué. On a vu qu'il y avait nettement un avantage du côté des Sabres dans le match d'hier. Même son de cloche quand même pour Alexandre Carrier, certains pourraient s'inquiéter. Alexandre dit, c'est seulement le premier match. C'est sûr que c'était un défi pour nous aujourd'hui de vraiment recommencer à zéro. C'est un match, faut pas peser sur le bouton panique. On va s'ajuster, puis je suis pas inquiet pour nous. Donc, il y a peu de choses peut-être pour Alexandre Carrier pour le Canadien de Montréal. Ce deuxième match sera vendredi soir. Et hier, il y avait une deuxième rencontre dans la Ligue nationale de hockey, match numéro 2 entre les Golden Knights et les Ducks d'Anaheim. Les Ducks qui ont remporté ce deuxième match 3-1. Voilà, cette série est nivelée 1-1, donc série égale de ce côté. Et ce soir, à l'horaire, un match, les Hurricanes et les Flyers qui s'affrontent. Les Hurricanes qui sont toujours invaincus dans ces séries éliminatoires ont remporté leurs 6 premiers matchs, donc balayage de cette première série contre les Sénateurs. Victoire lors des 2 premières rencontres face aux Flyers. Donc, les Flyers qui voudront certainement réagir ce soir. Un petit mot sur le CF Montréal qui a connu un bon départ, de bon début en championnat canadien de soccer. Oui, effectivement, parce que hier, ils affrontaient le Blizzard de Calgary. C'était au Stade Saputo. Il faut dire qu'il y avait certainement plus d'intérêt pour le match du Canadien. Donc, quelques irréductibles qui étaient dans les gradins pour assister à ce match assez fécond. 5-0, victoire du CF Montréal face au Blizzard, qui est en attente de son prochain adversaire. Ça détonne un peu de ce premier match du
Toronto FC, perdu dès ce premier tour du championnat canadien. Les joueurs qui ont eu à s'excuser de leur défaite tellement le jeu avait été mauvais. Là, on est complètement ailleurs avec le CF Montréal qui souhaitera progresser dans le championnat canadien, peut-être gagner en rythme avec ce début de saison qui a été difficile, quoique il y a une certaine reprise du côté du club montréalais. Mais pourquoi pas profiter de belles performances comme ça dans ce championnat canadien pour prendre une heure d'aller et surtout des répétitions avec ce nouvel entraîneur Philippe Lafroy derrière le banc de l'équipe. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Vous Véronique, du temps plus chaud, là, c'est pour quand? Le 7 mai, là, c'est frais un peu. 7 mai, c'est frisquet un petit peu, hein, disons-le. Ben, c'est pas pour tout de suite. OK. Ça va remonter un peu comparativement à hier. Là. On parle de quoi? 12, 13 degrés aujourd'hui. Ça va un petit peu mieux. En fin de semaine, on pense à un 15 à 17 peut-être. Bon. Donc ça, c'est dans On les commence à valeurs de parler. saison. On commence à parler. Il y aura un petit fléchissement début de semaine prochaine. Puis à la fin de l'autre semaine, on devrait commencer à sentir notre barre des 20 degrés peut-être un petit peu plus souvent, disons-le comme ça. Parce que là, les 20 degrés durables, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, c'est pas pour la prochaine semaine. 13 aujourd'hui, Montréal, oui. 9, 10 degrés en secteur montagneux. Ce sera une journée avec de l'amélioration quand même. On verra un mélange soleil-nuage se taille une place. Pas impossible qu'il y ait une petite gouttelette ce matin dans la région de Montréal. Sinon, on maintient 40 de possibilité d'averse là, vers l'Estrie, secteur des Laurentides, la Naudière en après-midi. C'est un peu instable. La nuit prochaine, c'est pas chaud. 4 à Montréal, mais 0, -1, secteur montagneux. C'est possible qu'il y ait du gel au sol. Ciel assez variable demain, vendredi. La probabilité d'averse, elle sera surtout vers l'Estrie. Les Laurentides, secteur de Québec, c'est de l'instabilité seulement. Donc, parfois désorganisé. Une petite averse ici et là, mais c'est pas ce qui donne le ton de la journée. 12 à 14 degrés pour la journée de vendredi et la meilleure des 2 journées en fin de semaine pour toutes les régions du sud du Québec, incluant la grande région de Québec. Ce sera celle de samedi avec un soleil plus dominant, tendance à l'ennuagement en après-midi. Il y a des averses à venir pour la journée de dimanche. Évidemment, du côté de l'Abitibi, on est sous les nuages en ce moment. Il y aura d'autres précipitations, surtout cet après-midi. Le maximum, c'est 9. Vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, on ira avec quelques averses débutant au cours de la matinée, une dizaine de degrés. La pluie devrait s'estomper cet après-midi du côté de la Gaspésie avec quelques éclaircies à venir. Sur la Côte-Nord, ça demeure pluvieux. 10, 11 degrés pour ces secteurs-là. On verra un peu plus de soleil dans l'est du Québec demain. La nuit sera fraîche. En territoire ontarien, les nuages dominent partout. Les éclaircies sont présentes du côté de Toronto, Windsor, mais on maintient cette probabilité d'averse de l'ordre de 30 %. C'est de l'instabilité. 12 à 15 degrés Toronto, Windsor, 14 à Ottawa, un petit peu plus frais. Sur la portion nord, on est encore légèrement sous la barre du 10 degrés. 17 à Vancouver, ça va se dégager. Et dans les prairies, Edmonton, Calgary, là, on a notre barre des 20 degrés. 19, 21 sous un ciel variable. La quinzaine pour le sud de la Saskatchewan. Tendance à l'ennuagement et ça se dégagera sur le sud du Manitoba. On atteint la dizaine de degrés aujourd'hui de ce côté-là. Et le beau temps se poursuivra pour quelques jours. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. À la une des différents quotidiens de ce matin, commençons par Le Devoir. On titre « Les sports avant les livres dans les écoles ». Point d'interrogation. C'est le milieu littéraire qui s'inquiète, nous dit Le Devoir, d'une directive donnée par la ministre Sonia Lebel qui permettrait aux écoles de délaisser les livres au profit d'activités sportives. C'est une nouvelle règle qui est proposée en fait par la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, ministre de l'Éducation du Québec. Et donc, les écoles auront, en vertu de cette nouvelle directive, la possibilité de délaisser l'achat de livres au profit d'activités sportives ou parascolaires. D'ailleurs, il y a de l'inquiétude dans le milieu littéraire, notamment l'Association des libraires du Québec. C'est le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois qui a levé le drapeau rouge. Il est cité dans Le Devoir et ce qu'il dit essentiellement, il dit, pour prendre un seul exemple, l'argent réservé pour l'achat de livres pourrait être utilisé maintenant pour acheter des ballons, par exemple, pour des cours d'éducation physique. C'est un mémo donc, qui a été envoyé par la ministre Lebel donc, pour donner plus de souplesse aux centres de services scolaires dans la gestion de leur budget. Donc, mais ça inquiète, entre autres, le milieu littéraire. Vous avez les détails et les réactions dans Le Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on vient sur cette défaite du Canadien de Montréal face au Sabres de Buffalo. Ça ne sera pas facile, titre le journal, qui revient aussi sur un violeur en cavale qui a été arrêté. Une cavale qui aura duré 16 heures pour un des pires prédateurs sexuels du Québec, qui a d'ailleurs ravivé de douloureux souvenirs à des victimes agressées sexuellement alors
alors qu'elle était enfant. Le Journal de Montréal a même parlé à une des victimes de Gilles Tardif, donc qui était ce délinquant qui était en cavale depuis quelques heures et qui a été finalement arrêté à Montréal. Il était dans une maison de transition dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal lorsqu'il s'est enfui, raconte-t-on. Semble qu'il avait des informations comme quoi on allait lui retirer sa libération conditionnelle et donc il a décidé de prendre la fuite mais a finalement été arrêté dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. À lire donc dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. La presse fait aussi sa une avec cette défaite du Canadien de Montréal. Rappel à l'ordre, titre La Presse Plus, qui nous parle aussi de cette nouvelle banque, puis on vous en a parlé à l'émission, cette banque de la défense que les alliés, les pays alliés de l'OTAN veulent voir sortir de terre. Si on veut, ça n'existe pas encore, cette institution. On sait que cette banque, le siège social de cette banque sera au Canada. Et là, il y a une rude bataille, nous dit-on dans la presse de ce matin, entre Toronto et Montréal pour accueillir le siège social de cette banque. Et les promoteurs les promoteurs de la ville de Toronto agitent le spectre du référendum pour coiffer la métropole québécoise, nous apprend Joël Denis Bellavance dans la presse de ce matin. À Toronto, donc, les promoteurs de cette ville-reine, de la ville-reine de Toronto, donc, disent que il va y avoir possiblement une élection du Parti québécois. C'est pas impossible. Et dans le Parti québécois, promet un référendum sur la souveraineté. Donc, si vous voulez de la stabilité politique, c'est à Toronto que ça se passe. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc, nous dit la presse, dans un document de 110 pages vantant la candidature de Toronto. Les détails à lire dans la presse de ce matin. En une du Globe and Mail, Mark Carney, nous dit le quotidien, a déclaré qu'il ne prendra pas publiquement position sur l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir pour inclure les personnes dont le seul problème de santé, c'est un problème de santé mentale. Tant qu'un comité parlementaire étudiant la question n'aura pas formulé ses recommandations, le premier ministre a fait ses remarques après les révélations du Globe and Mail. On vous en parlait hier en se fondant sur 3 sources qui dit que le gouvernement s'attend à ce que le comité, donc qui étudie l'élargissement de l'aide médicale à mourir, recommande de retarder l'élargissement de l'AMM et que le gouvernement suivra cet avis. C'est accueilli avec soulagement pour les gens qui veulent justement qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'aide médicale à mourir. Ça inquiète par contre ceux qui considèrent que l'élargissement est conforme à la décision de la Cour suprême et donc qui ont consacré l'accès à l'aide médicale à mourir comme un droit par la charte et donc qui ont réitéré leur inquiétude sur le fait que leur point de vue n'a pas suffisamment été pris en considération lors de l'étude donc de ces comités sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Puis je termine avec le site de Radio-Canada. On parle beaucoup de ces relations entre le Canada et les États-Unis, mais qu'en est-il avec le Mexique, là, notamment pour la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique? Est-ce que le Mexique a de meilleures relations avec les États-Unis? Pour certains, on pourrait penser que oui. Entre autres, on sait que d'ici la fin du mois de mai, il y aura des discussions sur le renouvellement de l'ACEUM entre les États-Unis et le Mexique. Pas de date encore pour le Canada, mais Laurence Martin a posé certaines questions à des gens du Mexique, notamment un ancien ambassadeur mexicain en Europe qui a aussi été ministre adjoint des Affaires étrangères et qui dit le Mexique n'est pas vraiment mieux que le Canada dans ses relations avec les États-Unis. C'est difficile. Les Mexicains ont fait beaucoup de concessions sans rien obtenir de Washington. Bref, des détails intéressants à lire ce matin, c'est sur le site de Radio-Canada. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, grosse journée à l'Assemblée nationale. Oui, c'était tendu donc pour cette première période des questions. Oui, c'est tendu. Entre la première ministre et les partis d'opposition. Ça a donné lieu d'ailleurs à des échanges corsés. Oui, effectivement. Parce que les partis d'opposition, Mathieu, hier, là, ils ont tout fait pour rappeler à Christine Fréchette, pour rappeler aux Québécois que ce n'est pas un nouveau gouvernement, que Christine Fréchette était ministre dans le gouvernement de François Legault. Les partis d'opposition, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, Mathieu, c'est qu'ils veulent faire porter le legs, l'héritage de François Legault sur les épaules de Christine Fréchette. Alors, pendant la période de questions, vous l'avez dit tantôt, là, ils l'ont talonné sur le bilan de la CAQ, donc le bilan des 8 dernières années, alors qu'on sait que la première ministre, dans son discours d'ouverture mardi, a tout fait pour s'en dissocier, de parler d'un nouveau gouvernement. Alors, je vous propose, je vous invite à écouter André Fortin du Parti libéral, suivi de la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, et du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et à la toute fin, vous allez également entendre la réaction de la nouvelle première ministre, Christine Fréchette. Madame la Présidente, avec 5 semaines, ils pensent qu'ils vont faire oublier 8 ans aux Québécois. La première ministre, elle était super ministre. Bien là, on se retrouve avec des super déficits, du super gaspillage. Maintenant, je voudrais savoir qu'en pense la première ministre.
est-ce qu'elle aussi croit que la crise du logement est causée par l'augmentation de l'immigration? Oui ou non? La première ministre nous demande de faire appel à notre imagination. Moi, je demande plutôt aux Québécois de faire appel à leur mémoire. Le bilan de la CAQ est déjà écrit, c'est celui de la première ministre. Est-ce qu'elle nie ce bilan qui est aussi le sien? Moi, je vais chercher des gains au fédéral, le PQ va chercher le trouble. That's it. Alors vraiment, ça donne le ton. La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, qui a aussi dénoncé le fait que le chef péquiste est resté assis, Mathieu, mardi, lorsqu'elle a annoncé son intention de présenter un projet de loi pour mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales, alors que les autres membres, les autres élus de l'Assemblée nationale, eux, se sont levés. On écoute à ce sujet Christine Fréchette, suivie du chef péquiste. Je dois vous dire que j'ai été troublée hier de voir que le chef du Parti québécois ne s'est pas levé pour appuyer cette idée d'adopter une loi pour protéger davantage les femmes victimes de violences. Je ne me suis pas levé pour aucune des propositions, mais de tenter d'inférer que le Parti québécois et moi-même sommes contre la protection de la sécurité des femmes, basée sur une obligation que j'aurais de me lever lors du discours de la première ministre, c'est malhonnête. Voilà donc pour cette portion de la journée. Ce qui a aussi retenu l'attention, c'est une déclaration du chef du Parti libéral pour qui la journée n'a pas été nécessairement facile. Non, effectivement, qui lui aussi a été la cible d'attaque de ses adversaires politiques parce que lors d'un point de presse, Mathieu Charles Milliard a dit ceci en anglais, on l'écoute. We will use it if we need it. Well, I can say that in both official languages, maybe in Spanish. Charles Milliard, donc, qui a dit qu'il pouvait répondre à une question d'un journaliste dans les deux langues officielles, alors qu'il répondait à une question justement sur l'utilisation de la clause de dérogation pour la loi 96. Et bien sûr, ça a fait réagir les autres partis d'opposition qui l'ont accusé d'ignorer le statut juridique du Québec, donc qui est le français, qui est la seule langue officielle. Je vous invite à écouter Jean-François Roberge, suivi du député péquiste Alex Boissonneau. C'est gênant. Charles Milliard est contre la langue française, contre la Charte de la langue française, contre la Constitution, contre la laïcité, contre l'intégration nationale. C'est le Justin Trudeau du Québec. C'est sûr qu'après avoir refusé d'utiliser la clause dérogatoire pour protéger le français et la laïcité, d'entendre parler comme ça de deux langues officielles au Québec, pour moi, c'est un manque de jugement qui laisse entendre qu'il y a une méconnaissance des dossiers et qu'il y a un manque de préparation pour devenir premier ministre, là. Alors, ça donne le ton à ce que seront les 5 prochaines semaines de cette session parlementaire et ça donne également le ton de ce que sera la prochaine campagne électorale au Québec. Là. Merci Jean-Philippe. Pas de doute. Bonne Merci, journée. au revoir. Tu as déjà vu ça? Non. Jamais. Avec des meurtres depuis qu'on est ici, là. Ouais. Il y en a eu combien? Alors, on l'entend dans l'extrait, Julie-Jasmine Boudreau. C'est une mini-série policière, des meurtres, une enquête. Bienvenue à Kingston Falls de Robin Aubert. Oui, et as-tu déjà vu ça? Ça, c'est l'image, l'image graphique d'un cadavre dont les fesses sortent du sol et le vélo est stationné dans la craque de fesses. OK? Alors ça, c'est la première image. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est Gabriel Serpent, qui est joué par Maxime Leflaguet, qui sera enquêteur. Un enquêteur à la coupe Longueuil. On sait qu'il vit un deuil. Sa femme est décédée récemment. Il est papa, donc solo, de 2 ados. Va élucider le mystère. Il va sortir de ses vacances parce qu'il a peur, justement, que sinon le dossier soit relégué à des enquêteurs de la grande ville. Parce que là, on est en région, on est dans un petit village. On dit Kingston Falls, mais en réalité, ça pourrait être Kingsley Falls, là, dans la dynamique de village où, bien sûr, il y a commérage. Et tout le monde a un petit quelque chose d'étrange dans ce village-là, Mathieu. L'idée, c'est vraiment de trouver le plus rapidement possible l'identité du corps qui est dans cette curieuse posture. Alors, il y a du absurde, il y a du macabre aussi. Ça peut apparaître un peu caricatural, mais ça fonctionne merveilleusement bien. Et moi, j'aime le style de Robin Aubert. J'ai adoré Saint-Martyr-des-Damnés, aussi à l'origine d'un cri. C'est lui qui l'a réalisé, c'est lui qui l'a écrit. Et il qualifie ça d'une rencontre entre Agatha Christie et la Poune. Alors, vous voyez, différents tons. Moi, je trouvais aussi un peu à la Fargo là, des frères Cohen, avec une distribution riche. D'ailleurs, Maxime Leflaguet a remporté un prix en mars dernier dans un festival en France, à Cinémania, pour son interprétation. Alors, il y a 6 épisodes. Ça arrive aujourd'hui sur l'Extra de Tout TV. Ça s'appelle Bienvenue à Kingston Falls. On parlait de la 61e Biennale d'art de Venise qui s'ouvre samedi sous fond de tension. Oui, c'est ça. Une préouverture là, chaotique pour cette prestigieuse exposition
international d'art contemporain. C'est le retour de la Russie, en fait, depuis l'invasion de l'Ukraine qui crée la controverse. Il y avait des militantes durant les dernières heures des groupes féminins et Pussy Riot qui ont manifesté devant le pavillon russe. Et d'ailleurs, l'Union européenne a dit « Nous, on menace de retirer les subventions si la Russie y participe ». Autre controverse, la semaine passée, c'est la démission en bloc du jury international parce qu'en fait, on ne veut pas autoriser la participation des pays qui font l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Là, bien sûr, on vise la Russie et Israël. Et hier, ou en tout cas dans les dernières heures, il y avait aussi un groupe de manifestants devant le pavillon israélien où il est écrit « Pavillon du génocide ». Alors, ça s'ouvre samedi pour 6 mois. On n'a pas fini d'en entendre parler, bien sûr. Un livre sur les dessous des Filles de Caleb. Les Filles de Caleb, l'histoire d'une œuvre légendaire. Ça paraît, évidemment, dans ces jours-ci. Oui. De Mario Girard, préface de Marina Orsini. Grand succès. Émilie Bordelot, c'est ça. Grand succès, évidemment, au petit écran que Les Filles de Caleb. Donc là, vous avez quoi, les coulisses de ça? Oui, exactement. Les coulisses, entre autres, parce que les livres ont 40 ans, la série télé en a 35 et Mario Girard, chroniqueur à la presse, et aussi, il raconte admirablement bien le patrimoine culturel québécois. Photos inédites de tournage, des photos de la vraie Émilie, du vrai Ovila, donc c'est très fouillé. Puis aussi, on apprend qu'André Melançon était le tout premier réalisateur qui avait été choisi et que Marina n'était pas, en fait, la candidate, c'était une autre Émilie. Alors, et on pose la grande question, pourquoi ça a tant toucher le cœur des Québécois. Ça, c'est le bout d'analyse que j'ai trouvé vraiment intéressant. Glorification du passé, peut-être, ou encore une espèce d'élan post-référendaire des années 80 où les créateurs se sont dit, tiens, on veut cette souveraineté culturelle puisqu'on n'a pas eu notre pays. Alors, je trouve ça bien intéressant. Et d'ailleurs, avec ce livre vient un disque à la toute fin, qui est une musique qui a été créée expressément en s'inspirant de cette histoire d'amour impossible entre Ovila et Émilie, bien sûr. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir entendre la voix de Stéphanie Lapointe. Je vais vous en faire écouter un petit extrait. La belle s'est endormie sur un beau lit de roses. La belle s'est endormie. Donc, Filles de Caleb, c'est Les Filles de Caleb, l'histoire d'une œuvre légendaire, c'est maintenant disponible. Oui. Merci beaucoup, Julie-Jasmine. Bonne journée. Bonne journée. Je vais me tourner tout de suite vers Marie-Michel Bordua qui se joint à nous. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour, Mathieu. Oui, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lui, est arrivé à Rome. Il doit rencontrer sous peu le pape Léon XIV, va tenter d'apaiser les tensions entre Donald Trump et le pape, mais va tout de même faire valoir les positions du président américain. La rencontre va se tenir à huis clos entre les deux hommes, devrait durer environ 45 minutes. Marco Rubio va aussi rencontrer le secrétaire d'État du Vatican et la première ministre italienne Giorgia Meloni demain. Et puis, ce qu'on va surveiller aussi aujourd'hui, Québec qui doit déposer un projet de loi visant à assurer la représentation des électeurs. Oui, donc le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge, qui va tenir un point de presse après la période de questions cet avant-midi. Le gouvernement souhaite en fait faire passer le nombre de sièges à l'Assemblée nationale de 125 à 127 pour protéger 2 circonscriptions, une montréalaise, l'autre gaspésienne, dont la disparition était prévue là, dans le redécoupage électoral, et en même temps en créer 2 autres dans les Laurentides et le centre du Québec. Oui, ça va retenir l'attention pas mal ça, jusqu'aux prochaines élections, effectivement, ce redécoupage de la carte électorale et éventuellement l'ajout de ces 2 circonscriptions. Merci, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Le forfait Crave et ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi. 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra.